Bonjour à tous. Bienvenue à cette deuxième conférence du cycle technologie. Donc aujourd'hui, nous allons parler de blockchain. Alors, certains dans la salle, j'espère, en ont déjà entendu parler. Et la personne qui va nous en parler, c'est Jean-Philippe Renard, qui est déjà venu il y a 2 ans, je pense, pour nous parler du dark web. Alors, Monsieur Renard vient de Grenoble, de l'école de management de Grenoble. Il est informaticien et économiste. Il est aussi vulgarisateur, puisqu'il il a publié dans différentes revues et il tient un site internet sur la vie artificielle. Donc voilà, je vais lui laisser la parole. S'en suivra une séance de questions-réponses comme d'habitude. Profitez bien de la soirée. À tantôt. Merci. Il faut que je descende. Là, c'est bon, ça marche. Très bien. Je vais donc vous parler de blockchain, cette fameuse blockchain qui fait tant de buzz depuis quelques années. Alors, particularité de ce que je vais vous présenter, je vais vous expliquer comment ça marche. C'est-à-dire que vous avez beaucoup entendu parler de la blockchain. Vous voyez en permanence des présentations du fonctionnement qui sont essentiellement basées sur des métaphores. C'est important d'avoir une métaphore, c'est souvent très bien fait. Mais ce que je souhaite, c'est vous expliquer comment ça marche vraiment. Après, on viendra sur des choses qui sont beaucoup plus opérationnelles et que vous attendez. Mais dans un premier temps, je vais essayer, alors on ne va pas rentrer dans des détails techniques, il ne s'agit pas de faire de l'informatique ce soir, mais il s'agit pour moi de vous faire comprendre les principes généraux. Donc vous êtes dans un amphi, pendant les 20 premières minutes, vous allez avoir droit à un cours. Je veux dire par là qu'il va falloir vous concentrer un petit peu. Il n'y a rien de difficile là-dedans. Mais il y a tellement de buzz, il y a tellement de bruit, il y a tellement de fantasmes autour de la blockchain que je considère qu'on ne peut pas l'appréhender d'une manière réelle, d'une manière solide, si on ne comprend pas comment ça marche. Qu'est-ce que c'est que ce système qui est potentiellement révolutionnaire ou inversement, qui est peut-être un fake? Je vais essayer de vous le montrer ce soir. Alors, qu'est-ce que c'est que la blockchain? La blockchain, j'emploie le terme blockchain et non pas chaîne de blocs. Pardonnez-moi, hein, j'ai longtemps utilisé l'expression française et je me faisais régulièrement engueuler. Donc, j'ai fini par me résoudre à revenir à l'expression anglaise. Qu'est-ce que c'est que la blockchain? La blockchain, fondamentalement, c'est un système autonome, décentralisé en l'occurrence, de gestion de la défiance. C'est comme ça que ça a été conçu. Quand Nakamoto, donc l'inventeur des bitcoins, sur lequel je vais revenir rapidement tout à l'heure, a conçu la blockchain, il l'a conçu comme un outil de gestion de la défiance. Outil de gestion de la défiance, ça veut dire je dois être capable d'arriver à un consensus même si une partie des participants n'est pas honnête. Le cœur de la chose, c'est comment faire en sorte qu'un système autonome soit capable de gérer la défiance. Si vous créez un système autonome de gestion de la défiance, alors vous avez créé un système de désintermédiation de la confiance. Aujourd'hui, votre confiance, elle repose sur le notaire, sur l'État, sur le système bancaire. Donc elle repose sur un ensemble de tiers qui sont reconnus par l'État, bien évidemment. Et tant que la blockchain et les blockchains non reconnues par l'État n'auront pas pouvoir légal, donc en tant que telles ne pourront pas être imposées, vous faites appel à des tiers de confiance. La blockchain a pour finalité de se passer des tiers de confiance. Donc de permettre des opérations, des transactions, mais la transaction, c'est qu'une partie des choses, et je ne m'y arrêterai pas forcément extrêmement longtemps sur la transaction, de permettre de gérer des relations entre individus sans qu'il y ait entre ces deux personnes qui potentiellement ne se connaissent pas un tiers qui garantit la bonne fin des choses. C'est l'algorithme de la blockchain qui va gérer la confiance. Alors je vais revenir sur les bitcoins tout simplement parce que c'est l'origine de la blockchain et je vais m'en servir pour illustrer la démarche. Et la blockchain a été créée pour les bitcoins. Les bitcoins, c'est évidemment quelque chose de très particulier et qui est dans le cadre de la blockchain, qui n'est pas l'élément fondamental. Les crypto-monnaies, je m'y arrêterai un petit peu, mais ce n'est pas le cœur de la chose. Donc je vous parlerai des crypto-monnaies
parce que c'est nécessaire, mais on parlera surtout du potentiel général de la blockchain. Je reviens sur les bitcoins parce que c'est le meilleur moyen, à mon sens, d'expliquer comment fonctionne la blockchain. Les bitcoins sont apparus en 2008. Il ne faut pas penser que c'est quelque chose qui est apparu ex nihilo. Il y a eu tout un travail qui a été fait dès le début des années 80. Hein. Les idées de crypto-monnaie ont commencé à apparaître. Il y a une première crypto-monnaie qui a été créée par le grand David Chaum, qui est un des plus grands cryptologues contemporains. Et puis, il y a eu beaucoup d'essais dans le cadre d'un groupe qui s'appelle les Cypherpunks. Les Cypherpunks, c'est un groupe californien qui a été monté par des anciens d'Intel, hein, par des chercheurs, qui considéraient, donc là on est au début des années 1990, donc début des années 1990, Internet existe, mais Internet est loin d'avoir eu la diffusion qu'il connaît maintenant. Ce groupe des cypherpunks considère que c'est des ultralibertaires. Il est nécessaire que l'on donne aux populations les moyens de la préservation de leur anonymat et les moyens de se passer d'autorité centrale. Dès le début des années 90, ils ont posé le concept de crypto-monnaie. Il doit être possible de créer un instrument d'échange qui se passe d'une autorité centrale. Alors, il y a eu tout un tas de travaux qui ont progressivement, je ne m'arrête pas sur les détails, hein, mais qui ont progressivement amené à la blockchain Bitcoin. La blockchain Bitcoin s'inspire directement des 3 exemples que je vous cite ici, mais aussi d'autres travaux qui ont été mis en œuvre ou qui sont restés strictement théoriques au cours de la période. Alors, qu'est-ce que c'est que les bitcoins? Les bitcoins, c'est une unité de compte. Une unité de compte, ce n'est rien d'autre qu'une unité qui permet de mesurer la valeur relative des choses. 2 baguettes valent 1 croissant. Pardonnez-moi, c'est mon côté français. C'est ça, une unité de compte. C'est simplement une unité qui permet de fixer la valeur relative des choses. Ce n'est pas une monnaie au sens strict, dans la mesure où elle n'a pas cours légal, mais c'est un instrument qui peut jouer le même rôle que la monnaie dans la mesure où sa valeur ne tient qu'à la confiance qu'on lui porte. C'est la même chose pour les euros que vous avez dans vos poches. Les euros que vous avez dans vos poches, un billet de 10 euros ne vaut pas 10 euros, il ne vaut rien du tout. Enfin, il vaut le coût du papier et le coût de l'impression. Et pourtant, vous lui accordez une valeur équivalente à 10 euros parce que vous avez confiance. Vous avez confiance parce qu'il y a une banque centrale, parce qu'il y a un système de régulation. C'est ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire. Les bitcoins, ils fonctionnent exactement de la même manière. Ils n'ont de valeur que parce que les utilisateurs les acceptent comme étant quelque chose qui a de la valeur. C'est tout. Mais si suffisamment de gens acceptent que le bitcoin peut être utilisé comme unité de compte, donc comme instrument d'échange de différents produits, alors on se retrouve avec quelque chose qui a les mêmes propriétés qu'une monnaie au sens légal du terme, dans le cadre de l'échange, pas dans le cadre général. Bon, les bitcoins, vous avez suivi plus ou moins, j'imagine, l'histoire. Hein. C'est quelque chose qui au début ne valait rien. Ensuite, il y a eu énormément de spéculation. Les cours ont explosé. On est monté à plus de 10 voire 20 000 $. On est revenu à 3 000 $ actuellement. Ce n'est pas en tant qu'instrument financier, en tant qu'instrument de placement, ce n'est pas quelque chose de fiable. Quand même, pour vous situer les choses, aujourd'hui encore, la capitalisation des bitcoins approche les 100 milliards de $. 100 milliards de $, c'est une somme qui est loin d'être négligeable. Et on est allé à plusieurs centaines de milliards de dollars il y a 2 ans. Comment ça marche? Comment fonctionnent les bitcoins? C'est là qu'est le cœur de la chose, c'est là qu'est le cœur de la blockchain. Alors je vais commencer par les transactions, mais je ne vais pas m'y arrêter parce que c'est quelque chose qui est assez classique. Et ce que je veux que vous saisissiez, c'est bien le principe de la blockchain. Les bitcoins, naturellement, servent à gérer des transactions. Quand on veut gérer une transaction, on doit tout simplement garantir l'identité des parties et garantir la propriété des biens transférés. Alors on garantit l'identité des parties avec des systèmes de chiffrement qui sont extrêmement classiques, sur lesquels je ne m'arrêterai pas, mais enfin sachez qu'on a des systèmes de chiffrement qui permettent à la fois donc, de chiffrer l'information, c'est-à-dire de faire en sorte qu'elle ne soit accessible
qu'à la personne à qui on la destine, mais qui permettent également d'identifier la personne qui a émis le message. Donc là, on a un système extrêmement classique qui permet de garantir que oui, les deux protagonistes d'une transaction sont bien les deux personnes qui sont en relation. Comment garantir la propriété des biens transférés? Alors, sans rentrer dans les détails, parce que ici, ça présente un intérêt limité, il y a un point qui est intéressant. On garantit la propriété d'un bitcoin tout simplement en interrogeant le propriétaire précédent. C'est-à-dire que si vous me devez un bitcoin, je ne vais pas aller voir une banque, je ne vais pas aller voir la personne qui a le bitcoin ou je ne vais pas aller voir un tiers, je vais interroger la personne qui détenait le bitcoin auparavant. Et je vais lui demander, est-ce que ce bitcoin appartient bien à M. X avec qui je suis en train de faire une opération? C'est comme ça qu'on garantit la propriété, en s'adressant systématiquement au propriétaire précédent. Donc comme ça, on peut retracer en fait l'ensemble du cheminement d'un bitcoin ou d'une fraction de bitcoin. On en garantit la propriété. Donc là, c'est très classique. On garantit la propriété et on garantit l'identité des parties. Alors vous allez me dire, puisqu'on a garanti la propriété et l'identité, pourquoi aller plus loin? Je suis certain que la personne avec qui je fais affaire est bien la personne à qui je me suis adressé. Je suis certain que le paiement qu'il m'a donné est correct, puisqu'il détient la monnaie en question. Pourquoi aller plus loin? Les choses sont malheureusement, ou heureusement en l'occurrence, pas aussi simples. C'est le problème de la double dépense. Le problème de la double dépense, c'est le problème sur lequel se sont cassés les dents tous les prédécesseurs de Nakamoto, tous les prédécesseurs du créateur des bitcoins. Alors qu'est-ce que ça veut dire, la double dépense? D'habitude, quand vous faites une transaction, vous faites appel au système bancaire central. Le système bancaire détient, donc qui est un système centralisé, détient l'ensemble des opérations de ses clients ou l'ensemble des opérations des gens qui sont partis du système monétaire. À partir de là, si je vous fais un chèque, eh bien c'est très simple, je vais faire le chèque va aller à la banque qui centralise toutes les opérations vérifie mon compte, donc vérifie qu'il y a bien sur mon compte la somme correspondante, et puis si c'est le cas, elle va créditer la personne à qui je dois de l'argent. Extrêmement simple. Le problème, c'est qu'avec la blockchain et avec les bitcoins, en l'occurrence, ça ne marche pas. Ce qui fait que le système auquel vous êtes habitué fonctionne, c'est son caractère centralisé. C'est le fait que la banque centralise toutes les opérations. Mais le système Bitcoin, le système de la blockchain, c'est un système qui est décentralisé, par définition, puisque je ne veux pas d'autorité centrale, par construction, par volonté politique de Nakamoto. On est bien là dans un cadre qui est à l'origine un cadre politique, même si on va en sortir par la suite. Je ne veux pas d'autorité centrale. Je veux un système qui soit un système autonome. Je veux un système qui ne s'appuie pas sur une quelconque autorité. Donc, j'ai quelque chose de décentralisé. Alors, le réseau Bitcoin, c'est un réseau pair à pair. Donc, un réseau pair à pair, c'est un réseau où chacun des ordinateurs qui sont connectés peut aussi bien jouer le rôle de client que le rôle de serveur. Alors, ce n'est pas un réseau pair à pair au sens strict, dans la mesure où vous avez deux types de nœuds différents. Vous avez les utilisateurs, vous et moi, et puis vous avez les mineurs. Alors, je reviendrai sur ce que sont les mineurs un peu plus en détail, un peu plus loin. Mais les mineurs, ce sont des ordinateurs, en l'occurrence, gérés par des gens ou gérés par des pools ou par des groupes, qui ont pour finalité de valider les transactions. Donc j'ai un réseau qui est décentralisé, avec des millions d'utilisateurs et des milliers de mineurs. C'est dans ce réseau-là que vont se balader les transactions. Et ça pose un problème. Comment gérer un système décentralisé? Regardez, là, je dispose, moi, de 25 bitcoins. Je décide de les dépenser. Donc, je crée une transaction, 25 bitcoins, que je paye à Monsieur X. Ma transaction est créée, puis elle est diffusée sur le réseau. Il y a un mineur, on va dire celui de droite, qui reçoit la transaction et qui est appelé à la valider.
Mais imaginez que je souhaite tricher. Je bidouille un peu mon portefeuille et je m'arrange pour refaire une seconde transaction sur ces mêmes 25 bitcoins. J'essaye de dépenser 2 fois mon billet de 10 euros, en fait. Qu'est-ce qui va se passer? Cette deuxième transaction qui porte sur de l'argent que j'ai déjà dépensé, elle va partir dans le réseau. Or, rien ne me dit qu'elle va arriver vers le même mineur, vers le mineur de droite, bien au contraire, puisqu'il y a des milliers de mineurs à l'intérieur du réseau. Donc, je peux potentiellement, à un moment ou à un autre, avoir 2 transactions qui portent sur la même pièce. Laquelle est la bonne? Celle qui a été reçue par le mineur de droite ou celle qui a été reçue par le mineur de gauche? Ce n'est pas si simple, hein, c'est en fait des ensembles de mineurs qui reçoivent, mais enfin le principe est le même. C'est ça le problème de la double dépense dans un réseau décentralisé. Laquelle des 2 transactions est la bonne? J'ai dépensé 2 fois mon argent, le système de validation a reçu 2 transactions concurrentes. Or, je ne peux pas dépenser 2 fois le même argent, par définition. Sinon, tout ça n'a aucun sens. La blockchain, elle a été conçue d'abord et avant tout pour résoudre ce problème. Ça peut paraître étonnant, mais le cœur de la chose, c'est ça. Comment faire en sorte, dans un système décentralisé en l'occurrence, de gérer le problème de la double dépense? C'est un vieux problème informatique, hein, mais qui ici est appliqué à un cas assez particulier. On a besoin d'une méthode pour que le bénéficiaire sache que l'on n'a pas déjà signé une transaction sur la pièce en question. On a besoin d'un système qui fait qu'à l'intérieur du réseau, il y ait consensus sur l'ordre des opérations. Si ces 25 bitcoins ont déjà été dépensés auprès de M. X, je ne peux pas recréer une seconde transaction sur ces 25 bitcoins. Donc j'ai besoin d'un système qui me permette de garantir l'ordre des transactions. Si ça a déjà été dépensé, ma foi, si une deuxième opération vient sur cette même somme, elle ne pourra pas être validée puisqu'elle est postérieure. Le cœur de la blockchain, c'est ça. Comment faire en sorte de disposer d'un système qui permet à l'ensemble des opérateurs d'un réseau totalement décentralisé de s'accorder sur un historique unique. Comment est-ce qu'on fait ça? C'est là qu'intervient la chaîne de blocs. Pour être valide, une transaction doit être intégrée dans la chaîne de blocs. Alors comment ça marche? Vous avez là en haut, en couleur, tout un tas de transactions. C'est vous et moi qui achetons des choses sur Internet avec des bitcoins ou qui échangeons des bitcoins entre nous. Donc on appuie sur le bouton, transaction 1, transaction 2, hein, et puis tout ça part sur le réseau. Tout ça part sur le réseau un peu partout. Hein. Vous avez une transaction qui va partir vers un mineur à gauche, une autre qui va partir vers un mineur à droite. Et les mineurs rassemblent ces transactions. Quand ils en ont suffisamment, ils créent ce qu'on appelle un bloc. Donc un bloc, ce n'est rien d'autre, donc là vous avez vu, j'ai mis 3 blocs différents, ce n'est rien d'autre qu'un ensemble de transactions. Alors la transaction, je prends le cas de la transaction T1, elle peut aussi bien être dans le bloc 1 et dans le bloc 2 que toute seule dans le bloc 3 ou dans chacun des 3 blocs, puisque tout ça est totalement, enfin c'est pas aléatoire, mais enfin tout ça suit en fait le cheminement du réseau décentralisé. Donc à ce stade, suivez-moi bien, j'ai tout un tas de transactions qui se baladent dans le réseau, qui sont rassemblées par les mineurs dans un sorte de fichier, en fait, qui est ce qu'on appelle un bloc. Donc un bloc, c'est rien d'autre qu'un ensemble de transactions. Et fondamentalement, dans le bloc, bon, il y a quelques informations complémentaires, hein, mais l'essentiel du code, enfin des bits qu'il y a à l'intérieur des blocs, ce sont des transactions. Chacun des blocs est relié au bloc suivant. Donc il y a un système d'identification qui fait que les blocs sont reliés les uns aux autres au fur et à mesure que les transactions se produisent. À partir de là, j'ai la certitude que la transaction qui est sur le bloc de droite est postérieure à la transaction qui est sur le bloc de gauche. Si mes premiers 25 bitcoins ont été dépensés et se retrouvent dans le bloc de gauche, elles ne seront jamais validées dans le bloc de droite, puisque je sais que celui-ci est antérieur à celui-là. On est bon jusque-là? Je continue. Comment faire en sorte, puisque tout ça repose
sur le respect de l'ordre des blocs, comment faire en sorte que, dans cette chaîne de blocs, cet ordre soit immuable? Comment faire en sorte que la transaction, en fait, ne puisse plus être modifiée? Comment faire en sorte qu'une transaction qui a été validée devienne définitive? Comment faire en sorte de ne pas pouvoir revenir sur une opération qu'on a déjà faite? Et ça, c'est le rôle de ce qu'on appelle la preuve de travail. Donc, vous avez probablement entendu parler de la preuve de travail. La preuve de travail, c'est l'outil qui est utilisé par les mineurs pour garantir l'ordre des blocs. Comment ça marche? La preuve de travail, c'est tout simplement un algorithme qui est compliqué à calculer, mais très facile à vérifier. Là, j'ai pris l'exemple du calcul de la racine carrée de 2, donc avec l'algorithme babylonien. Vous voyez, il me faut 5-6 calculs pour calculer la racine de 2. Par contre, une fois que j'ai moins 414, il me suffit d'une seule multiplication pour vérifier que le calcul a bien été fait. C'est ça la preuve de travail. Je l'illustre métaphoriquement aussi avec la mortaise. Vous devez, pour que le bloc 2 rentre dans le bloc 1, vous allez devoir tailler votre bout de bois pendant un certain temps. Ça va vous demander un gros travail de tailler la forme qui va bien. Par contre, une fois que vous avez taillé la forme qui va bien, il est extrêmement facile de vérifier qu'elle s'enfile bien dans le bloc précédent. C'est ça la preuve de travail. C'est un algo qui est compliqué. En fait, c'est un système qui est très aléatoire, hein, concrètement, mais bon, qui est très compliqué à calculer, mais c'est très facile de vérifier que le résultat est correct. C'est difficile de trouver le résultat, mais c'est facile de le vérifier. C'est difficile de calculer la racine de 2, mais il me suffit d'une seule multiplication pour vérifier que oui, effectivement, ce calcul a bien été fait et que le résultat correspond bien à la racine de 2. Donc là, en l'occurrence, pour les techniciens, en fait, il s'agit de trouver une empreinte qui correspond, enfin, qui a des propriétés spécifiques. En l'occurrence, c'est le nombre de bits à 0 au début, mais enfin, peu importe. Je poursuis. Donc je reviens là où on en était. J'ai mes mineurs là-haut qui ont créé les 3 blocs évoqués tout à l'heure, donc avec des transactions parfois communes dans chacun des blocs. Une fois qu'ils ont créé leur bloc, ils vont calculer la preuve de travail, donc ils vont faire un calcul mathématique très lourd, hein, qui nécessite une puissance de calcul extrêmement importante. Je vais y revenir. Puis une fois qu'ils ont découvert le bloc, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont calculé la preuve de travail, ils vont le diffuser dans le réseau. Le réseau reçoit un bloc validé. Il lui est très facile de vérifier que ce bloc est validé par construction même de la preuve de travail. Il suffit de vérifier que le calcul a bien été fait. C'est le principe de la mortaise. Je peux enfiler le nouveau bloc sur le bloc précédent. Problème, à ce stade-là, je n'ai pas du tout résolu l'histoire de la double dépense. J'ai toujours mon mineur de gauche qui a reçu la première transaction de 25 bitcoins, mon mineur de droite qui a reçu la deuxième transaction de 25 bitcoins. Les deux ont intégré ça dans un bloc, les deux ont fait leur calcul de preuve de travail, et les deux ont diffusé ça dans le réseau. Et à chaque fois, ma foi, on a vérifié que ça rentrait bien dans le bloc précédent, donc a priori, que les transactions sont valides. Donc à ce moment-là, ma chaîne de blocs, qui est une chaîne, en fait, va se diviser en deux. J'ai la transaction de gauche ici et j'ai la transaction de droite là. Donc j'ai toujours une problématique de double dépense. Là où est toute l'astuce, c'est dans les 2 slides qui viennent, et après on sera beaucoup moins technique, mais c'est dans les 2 slides qui viennent que se trouve le cœur de la chose. Là où est toute l'astuce, c'est dans le fait que sont définitivement validés les blocs qui ont au moins 5 blocs au-dessus d'eux. C'est-à-dire que, c'est pour ça qu'en théorie, il faut 1 heure pour valider une transaction en Bitcoin, parce que c'est 10 minutes, hein, le paramétrage du réseau Bitcoin pour valider un bloc. C'est-à-dire que ma transaction de 25 Bitcoins ne sera considérée comme définitive qu'à partir du moment où il y a eu suffisamment de transactions après la mienne pour qu'aient été construits 5 blocs différents et qu'aient été calculées les 5 preuves de travail correspondantes. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que le mineur, je reviens en arrière, le mineur de gauche va travailler sur un côté de la branche et va continuer à faire monter des blocs,
Et le mineur de droite va continuer, va travailler sur l'autre côté de la branche. Mais qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, si je reprends ce slide-là, vous voyez que la branche de droite est éliminée à partir du moment où on a validé le 6e bloc de la branche de gauche. Qu'est-ce que c'est la conséquence? Je rappelle que la preuve de travail, c'est quelque chose de très difficile, donc c'est quelque chose de très cher. C'est quelque chose qui, en l'occurrence, a une consommation électrique qui est extrêmement élevée, donc c'est un investissement. Miner un bloc, faire le calcul, valider un bloc, c'est quelque chose qui coûte cher. Qu'est-ce qui va se passer? Je pars de, c'est très évidemment, c'est loin d'être aussi direct que ça dans la réalité, mais le principe c'est exactement celui-là. Mon mineur de gauche commence à travailler sur la branche de gauche et calcule le bloc correspondant. Le mineur de droite, eh ben, ma foi, il fait la même chose avec son bloc. Donc chacun calcule son truc de son côté. Il se trouve que le hasard des échanges réseau fait que sur la branche de gauche, il y a un second mineur qui se met à travailler également. À partir de là, j'ai 2 fois la puissance de calcul à gauche, enfin ma puissance de calcul à gauche est 2 fois supérieure à ma puissance de calcul à droite. On est d'accord avec ça? Si j'ai 2 fois plus de puissance de calcul à gauche, je vais calculer mes blocs 2 fois plus vite. Le hasard fait que, à l'étape suivante, j'ai un 3e mineur qui vient sur la branche de gauche et qu'il n'y en a qu'un 2e qui vient sur la branche de droite. Conséquence, la branche de gauche va croître plus rapidement que la branche de droite. Ça ne veut pas dire que la transaction de gauche était plus valide que la transaction de droite à l'origine. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Mais il n'y en a qu'une seule qui doit être validée. Qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un certain temps, on va arriver dans la branche de gauche à 5 blocs validés au-dessus. On va y arriver beaucoup plus vite puisqu'il y a beaucoup plus de puissance de calcul. Alors que sur la branche de droite, je n'ai que 2 ou 3 blocs de validés. Si je n'ai que 2 ou 3 blocs de validés, tout le travail que j'ai fait sur la branche de droite, il est perdu, puisque tous les blocs que j'ai calculés sont éliminés, puisque la branche, en l'occurrence de droite, est éliminée. Conséquence, j'ai travaillé pour rien. J'ai perdu de l'argent. Donc le principe de la blockchain, c'est simplement de dire que si chacun poursuit son intérêt propre, chacun va avoir tendance à basculer vers une seule branche, puisqu'il sait qu'il va perdre de l'argent s'il continue sur une branche qui est courte. Donc, en poursuivant son intérêt personnel, on aboutit à ce qu'on appelle le consensus émergent. Sans qu'il n'y ait de coordination formelle entre les différents mineurs, le simple fait que, par hasard, d'une certaine manière, une branche se soit vue accorder plus de capacité de calcul que l'autre branche, fait que l'on va converger au final vers une seule des 2 branches. C'est le consensus émergent. C'est ça, le cœur de la blockchain. Alors, je vais vous l'expliquer après de manière moins technique, puisque là, l'essentiel est passé avec d'autres algorithmes que la preuve de travail, mais la logique, ce n'est que ça. En poursuivant mon intérêt personnel, j'arrive à faire en sorte qu'un consensus émerge spontanément. Et on a démontré mathématiquement le caractère inéluctable, ce qui paraît assez évident d'ailleurs, le caractère inéluctable de cette convergence. Le consensus émergent, c'est le cœur de la chaîne de blocs. Alors pourquoi est-ce que ça me permet d'avoir des opérations qui sont immuables? Parce que je dois avoir un consensus, effectivement, il faut que tout le monde soit d'accord sur le fait que la bonne transaction, c'est celle de gauche, mais il faut aussi que j'ai la garantie qu'on ne pourra pas venir la transformer, cette transaction, qu'on ne va pas pouvoir venir la bidouiller et récupérer les 25 bitcoins en question. La transaction n'est validée qu'à partir du moment où j'ai 5 blocs validés au-dessus. Si je veux corrompre la chaîne de blocs, il va falloir que je reprenne le calcul de tous les blocs depuis ma transaction jusqu'à 5 ou 6 blocs au-dessus. Pour faire ça, je dois disposer d'une puissance de calcul qui soit au moins égale à celle de l'ensemble du réseau.
avoir une puissance de calcul qui soit au moins égale à celle de l'ensemble du réseau, c'est un investissement qui est sans commune mesure avec le gain potentiel. Le raisonnement de Nakamoto n'a pas été de dire on va faire quelque chose qui est totalement inviolable. Ça a été de dire ça coûtera tellement cher de corrompre la blockchain que ça n'aura aucun intérêt par rapport aux sommes que l'on pourra récupérer. Donc une corruption de la chaîne de blocs est possible si vous disposez d'au moins 51%, enfin 50, quelque chose pour cent, de la capacité de calcul, à vous tout seul, de la capacité de calcul totale du réseau. C'est là-dessus qu'est basé l'ensemble de la sécurité de la blockchain Bitcoin. Il faut savoir quand même qu'il n'y a pas eu d'attaque 51% sur les bitcoins, il y en a eu il y a quelque temps sur des Ethers. Mais enfin, le principe est qu'actuellement, on a 40 millions de terrages par seconde, 100 $ par terrage, donc je vous laisse faire le calcul de l'investissement nécessaire pour rejoindre la moitié de la puissance de calcul des bitcoins. Voilà, l'idée fondamentale de la blockchain, c'est ça, c'est cette notion de consensus émergent. Si la majorité des nœuds est honnête, alors j'ai la certitude que je vais converger vers une chaîne unique. J'ai la certitude qu'un consensus va émerger, c'est-à-dire que j'ai la certitude que l'ensemble du réseau va dire à un moment donné la transaction qui est bonne, c'est celle-là et c'est pas celle-là. Et le coût nécessaire à ce calcul est tel qu'on ne peut pas, ou du moins il n'est pas intéressant économiquement, de corrompre la blockchain. J'ai bien réussi ici à créer un consensus, donc à construire la confiance entre les opérateurs, entre les personnes qui font la transaction, sans qu'il n'y ait d'autorité centrale. La blockchain, ce n'est rien d'autre que ça. Donc, ce n'est pas quelque chose de très compliqué, mais l'idée de consensus émergent, je ne vous cache pas que, bon, je travaille sur beaucoup de domaines différents, maintenant que je ne fais plus de recherche au sens strict, c'est très certainement la plus belle idée que j'ai rencontrée au cours des 10 dernières années. Il y a un coup de génie quand même dans la solution qu'a proposée Nakamoto. Sachez que Nakamoto reste inconnu, on ne sait pas qui a inventé la blockchain. Alors, il y a évidemment tout un fantasme qui se crée là autour, mais enfin, le gars qui a fait ça, quand même, ou le groupe, parce que c'est peut-être un groupe, on ne sait pas, a quand même eu une idée assez géniale. Alors, est-ce que c'est une révolution, ce truc-là? Le fait de pouvoir disposer d'un instrument qui permet de construire la confiance sans autorité centrale et sans tiers, oui, c'est potentiellement révolutionnaire. Je vais vous donner quelques exemples. Mais avant de passer aux exemples, je voudrais quand même insister sur quelques points. La blockchain, quelle qu'elle soit, je parle de la blockchain Bitcoin, ceux d'entre vous qui connaissent un peu la blockchain savent qu'il y en a beaucoup d'autres, hein. La blockchain reste un système extrêmement jeune et qui doit encore mûrir. Le lapsus était peut-être révélateur. Première chose dont vous avez probablement entendu parler, c'est le problème de la consommation électrique. Le réseau Bitcoin, je ne parle là que du réseau Bitcoin, hein, c'est la plus importante des crypto-monnaies, mais c'est loin d'être la seule. La consommation électrique du réseau Bitcoin a été estimée comme sensiblement équivalente à celle de l'État d'Israël. Il faut savoir quand même que les estimations varient beaucoup. Vous avez au moins un rapport de 1 à 2 ou 1 à 3 selon les estimations. Mais même si c'est la moitié de la consommation d'Israël, ça reste quelque chose qui est totalement rédhibitoire pour un instrument qui fondamentalement reste extrêmement marginal. Ça, c'est un problème fondamental, et tant qu'il ne sera pas résolu, je vais venir un peu sur les solutions derrière, il n'y aura pas de généralisation de la blockchain à preuve de travail. C'est absolument impossible. La consommation énergétique est totalement délirante. Les fermes de minage en Chine en particulier sont devenues des structures extrêmement importantes et qui ont une consommation qui est sensiblement équivalente à celle des villes voisines. Ensuite, c'est un système qui a un lourd problème de passage à l'échelle.
Je vous disais 1 heure en théorie pour valider totalement une transaction, 10 minutes dans la pratique parce qu'on attend 1 heure seulement pour les grosses transactions, sinon les opérateurs acceptent de valider un peu en amont. Enfin, c'est 10 minutes en théorie la validation d'un bloc. Attendre 10 minutes entre le moment où vous mettez votre carte bleue et le moment où la caisse accepte le débit, c'est quand même un petit peu long. Alors, il y a des moyens de passer outre, mais enfin, fondamentalement, c'est un réseau qui est très lent. Le réseau Bitcoin a une capacité, alors ça a un peu changé ces dernières années, mais peu importe, ça ne change pas le fond. Le réseau Bitcoin a une capacité théorique d'une dizaine de transactions par seconde, dans la pratique plutôt 6 ou 7. Je ne peux, à l'échelle de la planète, gérer que 10 transactions par seconde. Si vous êtes Visa, Visa annonce 20 000 transactions secondes. Donc j'ai un système qui est incapable actuellement d'être généralisé. Alors il y a beaucoup de travaux là-dessus, hein. Ils ne sont plus à 10 transactions secondes, il y a des nouveaux algos qui permettent d'aller plus vite, mais enfin si vous n'êtes pas à 10, vous êtes à 50, et même à 50, vous êtes loin des 20 000 du réseau Visa. Et puis il y a de très lourds problèmes de gouvernance. J'évoquais la lenteur des transactions. En 2017, il y a une nouvelle monnaie qui est apparue, en fait, qui s'appelle le Bitcoin Cash, qui est simplement la conséquence du fait que dans la communauté des développeurs Bitcoin, certains proposaient la solution A pour accélérer les transactions, d'autres proposaient la solution B. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Malgré tout, les tenants de Bitcoin Cash ont décidé d'avancer. Or, dans ce cas-là, si vous créez un nouvel algo basé sur la chaîne initiale, vous créez une nouvelle crypto-monnaie. Et nous tous qui possédions quelques fractions ou quelques bitcoins, on s'est retrouvés du jour au lendemain possesseurs de un bitcoin et de un Bitcoin Cash. On a doublé, sans que rien ne se passe, on a doublé notre avoir. Peut-être que certains d'entre vous ont fait l'expérience. C'est pas fiable, c'est pas viable. Tant qu'il n'y aura pas une gouvernance un tant soit peu solide du système, on ne peut pas se permettre, à chaque fois qu'il y a une divergence au sein de la communauté des développeurs, on ne parle là que de logiciels open source. Hein. À chaque fois qu'il y aura une divergence au sein de la communauté des développeurs, on ne peut pas se permettre de voir émerger une nouvelle monnaie. Ensuite, dans le domaine des crypto-monnaies, c'est le Far West actuellement, c'est tout simplement le Far West. C'est sans foi ni loi. Donc il y a énormément d'arnaques, il y a énormément d'opérateurs qui ne sont pas honnêtes, il y a énormément de crypto-monnaies qui émergent régulièrement. Vous pouvez créer votre crypto-monnaie demain matin, hein. Il faut quelques bases techniques, mais c'est pas du tout la peine, il n'est pas du tout nécessaire d'avoir un diplôme d'ingénieur informatique. Vous avez des boîtes à outils qui vous permettent de faire ça relativement facilement. Donc en janvier, il y avait plus de 2000 crypto-monnaies. Pour illustrer les choses, pardonnez-moi, je suis français. Donc il y a 2 ans, vous avez probablement vaguement entendu parler de notre élection présidentielle. Eh bien, à ce moment-là, sont apparues 2 monnaies, le Le Pen et le Macron, qui existent toujours. Hein. Si vous allez sur CoinMarket, vous verrez que le Le Pen et le Macron existent. On est en pleine fantaisie, si c'est pas sérieux ce genre de choses. Donc on a un système là qui doit vraiment mûrir aussi en termes de gouvernance. Et je ne parle pas des arnaques aux ICO, c'est-à-dire aux émissions de nouvelles monnaies auxquelles on vous demande de participer avant de partir avec la caisse. Alors on cherche des solutions. Et je suis extrêmement optimiste sur le fait qu'on réussira à en trouver progressivement. La quantité d'intelligence qui est actuellement consacrée au domaine de la blockchain est telle qu'on trouvera des solutions. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Parmi les solutions, l'une de celles qui marche le mieux, parce que ce sont de grands opérateurs, et en particulier les banques, je vais vous en parler dans quelques minutes, qui en sont à l'origine, il y a la création de ce qu'on appelle les blockchains privées. Donc les blockchains privées ou les blockchains de consortium. C'est-à-dire qu'un ensemble de banques se met d'accord pour utiliser un outil qui ressemble à la blockchain, c'est-à-dire que c'est décentralisé, mais au lieu d'utiliser un système de preuve de travail, ils utilisent un système de vote, donc de consensus. Ça marche très bien. Il n'y a absolument aucun doute. Le problème, c'est que ce n'est pas une blockchain.
Enfin, je suis désolé, une blockchain, philosophiquement, ce n'est pas une blockchain. Une blockchain, c'est un système qui est totalement décentralisé. Là, on n'est pas en présence d'un système décentralisé, on est en présence d'un système où un consortium se met d'accord sur un mode opératoire de validation des opérations, et puis, ma foi, Barclays, la Société Générale, HSBC et je ne sais qui votent pour valider les transactions. Par définition, ils vont voter de manière honnête dans la mesure où ils ont eux-mêmes intérêt à ce que le système fonctionne bien. Surtout, il y a énormément de travaux qui sont menés autour de la recherche d'alternatives à la preuve de travail. La preuve de travail telle qu'elle existe maintenant ne peut pas être développée à une échelle internationale ou même à l'échelle d'un pays, donc on cherche des alternatives. Alors il y en a qui sont basés sur des systèmes de consommation de mémoire, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir besoin de beaucoup de puissance de calcul, vous avez besoin de beaucoup de mémoire. Et ça, c'est quelque chose qui, évidemment, consomme sensiblement moins d'électricité. Donc vous avez le système de consensus que je viens d'évoquer. Ce qui actuellement pousse le plus, c'est ce qu'on appelle la proof of stake, donc la preuve d'intérêt. Dans le Bitcoin, votre capacité à valider un bloc vient de votre capacité de calcul. Votre probabilité de valider un bloc est fonction directe de votre part dans la capacité de calcul globale du réseau. Dans la preuve d'intérêt, votre capacité à valider un bloc provient de votre part dans la masse monétaire, donc de l'intérêt que vous avez dans la monnaie. Si vous disposez de beaucoup de Bitcoin, vous n'avez aucun intérêt à corrompre le système. Vous allez donc valider les transactions de manière honnête. C'est ça qu'on appelle la proof of stake. Alors la proof of stake est une très belle idée qui est en train d'être mise en œuvre notamment pour les Ethers, donc chez Ethereum. Sachez qu'aujourd'hui, nous n'avons pas la démonstration mathématique de la convergence, enfin de la non-corruption potentielle de la proof of stake. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, mais avec la preuve de travail, j'ai la démonstration mathématique. Avec la proof of stake, ce n'est pas le cas. Et on a beaucoup d'exemples, de situations qui montrent qu'il pourrait être possible de corrompre une chaîne à proof of stake, ce qui ne veut pas dire qu'on ne trouvera pas la solution demain. Et puis se développe, là je parle des masternodes, tout ce qui relève de chaînes à plusieurs niveaux, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez qu'il y a beaucoup de travaux qui sont en cours actuellement pour trouver une alternative à la preuve de travail. Je suis tout à fait optimiste sur le fait qu'ils vont y arriver, mais pas tout de suite, et c'est là-dessus que je conclurai. Alors la vraie question, en fait, dans tout ça, maintenant que j'espère que vous avez un peu saisi le fonctionnement, c'est pourquoi est-ce qu'on parle d'une révolution? Est-ce que la blockchain, c'est vraiment un outil potentiellement révolutionnaire? Est-ce que, comme on l'entend parfois ou comme on le lit parfois dans les journaux, nous aurons tous demain affaire à une blockchain? Rien ne limite le système de blockchain aux transactions, dans le sens des crypto-monnaies. Un bloc, une transaction, ce n'est rien d'autre qu'une suite de bits. C'est une information qui, en l'occurrence, représente monsieur machin vire X bitcoin à monsieur Y. Mais c'est rien d'autre que ça. À partir de là, vous pouvez mettre au sein d'un bloc n'importe quelle information, pas forcément une information de transaction. Et les propriétés de la blockchain font que cette information, et c'est ça le cœur de la chose, cette information est immuable. Je ne peux pas revenir en arrière sur des transactions en Bitcoin parce que ça nécessiterait une puissance de calcul absolument phénoménale. Donc la transaction, l'information de transaction est immuable, ne changera jamais. Eh bien, c'est la même chose pour n'importe quel type d'information qu'on met dans un bloc. C'est de là que ressortent les usages principaux à venir de la chaîne de blocs. Donc les transactions, mais aussi tout ce qui relève du registre décentralisé immuable et tout ce qui relève du support au smart contract. Alors les transactions, bon là c'est crypto-monnaie, c'est monnaie, donc je m'y arrête pas outre mesure, mais voyez quand même qu'il y a énormément d'opérateurs. Donc Ripple est une chaîne de blocs de consortium qui a pour objet de faciliter les paiements interbancaires internationaux.
c'est un outil qui fonctionne maintenant, et qui fonctionne bien, et qui est en fort développement. La capitalisation de Ripple est la deuxième, ils sont même devant Ether. La banque Barclays, j'ai pris quelques exemples en vrac, hein, il y en a des dizaines et des dizaines. Hein. La banque Barclays travaille actuellement également sur une blockchain. Il y a une start-up qui s'appelle Propi qui gère des transactions immobilières. Donc c'est des transactions, hein, c'est le même principe que des transactions en Bitcoin avec une blockchain. JP Morgan, alors je m'arrête 15 secondes quand même, parce qu'au moment de l'émergence des Bitcoins, le patron de JP Morgan expliquait que Bitcoin is a fraud, Bitcoin est là pour tuer le système bancaire. Enfin, il avait fait un lobbying extrêmement important à l'époque. Aujourd'hui, il lance sa propre blockchain, donc les JPM Coin, qui est une blockchain qui va permettre de gérer, là encore, des transactions, surtout des transactions internationales. Mais ça, c'est secondaire. Ce qui est important, à mon sens, enfin c'est secondaire, c'est pas secondaire, mais on reste dans des fausses blockchains qui sont des chaînes de consortium, donc on n'est pas dans des systèmes vraiment décentralisés. Un premier vrai usage potentiellement révolutionnaire, c'est la notion de registre immuable. L'information qui est dans un bloc est immuable. L'information qui est dans un bloc est ce que je veux bien y mettre. Exemple, puisqu'on est ici à l'université, vous n'êtes pas sans savoir que le nombre de CV bidonnés est extrêmement important. Il y a eu quelques scandales en France, en Allemagne, peut-être en Belgique, je n'ai pas entendu, mais bon. Notamment de ministres, souvenez-vous, il y a quelque temps en Allemagne, hein, de ministres se réclamant d'un diplôme qu'ils n'avaient jamais eu. Donc il y a énormément de faux CV. Actuellement, vous avez plusieurs boîtes. Là, je parle de BC Diploma parce qu'ils viennent de chez moi, donc je les connais un peu mieux que la moyenne. Enfin, c'est un des opérateurs parmi d'autres. Il y a une grosse opération qui est menée actuellement en Grèce, où on va enregistrer le diplôme dans une blockchain. À partir de là, avec votre CV, vous mettez diplômé de l'université de Mons, vous mettez une référence du diplôme, votre employeur va tout simplement se connecter sur la blockchain de l'université de Mons, il va taper votre code et il doit voir apparaître votre nom. J'ai là un système qui est décentralisé, immuable et très bon marché. C'est en train de se développer d'une manière massive, le registre immuable sur les diplômes. Et c'est très simple. J'ai un de mes collègues qui l'avait monté pour une école parisienne tout seul dans son coin. Bon, ça n'est pas pérenne parce que quand vous faites un truc tout seul dans votre coin, par définition, il n'y a pas de suivi. Mais c'est assez simple de mise en œuvre. Autre exemple de registre immuable, la gestion de la propriété foncière ou du cadastre. Exemple célèbre, mais il y en a plusieurs, hein, vous en avez également en Amérique du Sud. Mais exemple célèbre, le cas du cadastre ghanéen. Dans beaucoup de pays d'Afrique, vous n'avez pas de cadastre, vous n'avez pas la structure administrative qui permet de gérer un cadastre. Une ONG comme Bitland propose, et est en train de mettre en place, propose de gérer le cadastre ghanéen à partir d'une blockchain. À partir du moment où on a enregistré que la parcelle X appartient à monsieur machin, il suffira de consulter la blockchain pour savoir que la parcelle X appartient en l'occurrence effectivement à ce monsieur. Et ceci de manière immuable. C'est ça un registre immuable. On peut mettre tout ce qu'on veut là-dedans. Je prends l'exemple du diplôme, je prends l'exemple du cadastre parce que ce sont des exemples réels et en cours de mise en œuvre, mais il y en a des tas et des tas d'autres. Il est très facile de mettre en œuvre pour n'importe quelle information un registre immuable sur une blockchain. Autre exemple, Steemit. Donc on s'est beaucoup plaint ces 20 dernières années avec l'émergence d'Internet de la place des majors dans la gestion de la production artistique et en particulier de la production musicale. Steemit est un réseau social basé sur une blockchain qui permet de rémunérer les auteurs directement. Je sais que le morceau de musique auquel j'accède grâce à la blockchain a été écrit, a été composé par tel ou tel auteur. Le système automatiquement va vérifier les téléchargements et va virer les sommes correspondantes aux auteurs.
Donc il s'agit d'un système totalement autonome et décentralisé de gestion des droits d'auteur. Et ça, c'est un système qui fonctionne. Bon, il est encore à l'état, non pas embryonnaire, il est encore jeune, mais c'est un système qui fonctionne. Gestion des données d'entreprise, et puis j'en resterai là pour registre immuable, parce que sinon on ne finira pas, mais Factom propose ce qu'ils appellent des preuves de dépôt, c'est-à-dire que je reçois tel document de tel de mes fournisseurs ou de mes clients à un moment donné, je l'envoie à Factom, Factom va l'intégrer dans la blockchain, j'ai la preuve irréfutable qu'à la date du temps, je disposais effectivement de ce document. C'est un système sécurisé de gestion des données, en l'occurrence pour les entreprises, mais il est évident que vous pouvez faire ça avec tout ce que vous voulez. Et il y en a tout un tas d'autres. Je ne sais pas s'ils ont essaimé jusque chez vous, mais enfin Carrefour, l'année dernière, nous a fait le buzz avec son système de suivi des poulets. Donc si vous scannez votre poulet, grâce à une blockchain, vous arrivez à remonter à la date d'éclosion ou plus probablement la date d'exécution du poulet que vous vous préparez à manger, ainsi évidemment que la référence de l'éleveur. L'Estonie, qui est un pays qui est très en avance dans le numérique, il en a d'ailleurs payé le prix, souvenez-vous de l'attaque russe il y a quelques années, est en train de transférer les dossiers médicaux sur une blockchain, tout simplement pour des questions de facilité de gestion. De Beers envisage d'identifier les diamants avec une blockchain. Donc les diamants, chaque diamant a une signature unique. Alors je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin parce que je ne connais pas grand-chose aux diamants, mais à partir de cette signature unique et d'une gravure ou d'une marque, si j'ai bien compris, qui vont enregistrer dans la blockchain, va garantir que effectivement ce diamant vient d'ici et a telle ou telle propriété. Vous avez des systèmes, je ne sais pas si vous connaissez le système de DNS, mais enfin, le système de DNS, c'est le système qui fait que quand vous tapez umons.com, vous arrivez sur le site de l'université de Mons. C'est un nœud extrêmement vulnérable du réseau Internet mondial. Si je corromps le DNS, quand je tape Umons, je peux parfaitement tomber sur renard.org, par exemple. Donc je peux faire n'importe quelle opération douteuse. Et puis je peux censurer ceux d'entre vous, mais ce n'est pas votre cas, à qui peut arriver de télécharger de la musique ou des films sur des réseaux torrents, savent que l'interdiction qui est prononcée contre les grands hackers sont basées sur une modification des DNS. Eh bien, on pourrait intégrer cette gestion des sites Internet dans une blockchain. Il y a des gens qui y travaillent. Le MIT travaille sur un système similaire pour la gestion des données personnelles. Voilà l'une des applications fondamentales de la blockchain, au-delà donc des crypto-monnaies. Je ne veux pas négliger les crypto-monnaies et dire que c'est quelque chose de secondaire, mais c'est ce dont vous entendez tout le temps parler. Et ce n'est pas pour moi là que la blockchain va vraiment se révéler dans les 20 ans qui viennent. C'est beaucoup plus donc sur cette histoire de registre immuable. Et aussi, même si là, on a encore des problèmes de sécurité qui restent extrêmement importants, surtout ce qui relève du smart contract. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un smart contract? Ce n'est rien d'autre qu'un algorithme qui permet de valider des opérations, qui permet d'incarner des opérations, des relations entre individus. Je vais vous prendre des exemples, ça vous parlera mieux. Simplement pour l'anecdote, ça a été proposé par Nick Szabo, qui n'est pas forcément un chercheur au sens académique, mais enfin qui est un grand créatif. Sachez que Szabo est certainement l'une des seules personnes dont on considère avec un minimum de sérieux qu'il est peut-être Nakamoto. C'est vraiment quelqu'un qui a... D'ailleurs, il était à l'origine des Bitgold, donc un des prédécesseurs des Bitcoins. Exemple de smart contract. Porsche. Porsche travaille actuellement avec quelques entreprises pour blockchainiser son offre, donc ses voitures intelligentes. Comment ça marche un smart contract de ce type-là? Exemple. J'ai pris un crédit pour ma Porsche. Le smart contract, c'est un algorithme. C'est un algorithme, si je prends l'exemple du crédit, qui va mettre en relation trois parties. Porsche, le concessionnaire Porsche en l'occurrence, la banque et moi.
Moi, j'ai une voiture qui est une voiture électronique. Hein. Pour la démarrer, il faut que je rentre ma carte dedans. Hein. On n'est plus sur les voitures à manivelle. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je ne paye pas mon crédit. J'arrive dans ma voiture, je mets ma carte. Que fait la carte? Elle lance le smart contract. L'algorithme qui est dans la voiture va aller interroger la banque ou va aller interroger le concessionnaire. Je ne sais pas comment ils ont conçu le système, enfin peu importe. La banque va répondre non, il n'a pas payé sa dernière échéance. La voiture ne va pas démarrer. C'est ça un smart contract. Alors là, je vous donne un exemple qui n'est pas très sympa. Je vais vous en prendre un peu plus agréable. Vous savez que nos grands amis d'Amazon veulent mettre en place un système où on peut ouvrir le coffre du client de manière à y déposer, le colis qu'il vient de commander. Et ben ça peut Porsche travaille sur un système de ce type. Via un smart contract, le livreur du magasin en ligne va arriver vers la voiture, va approcher une carte RFC, un smartphone ou je ne sais pas quoi. Les deux vont échanger, ils vont s'identifier. Le smart contract va valider le fait que oui, on doit livrer, la société X doit livrer tel produit à tel endroit et va ouvrir le coffre. Et ça, ce n'est pas du fantasme, hein, c'est des choses sur lesquelles on est actuellement en train de travailler. C'est des choses que l'on verra apparaître à relativement brève échéance, ce type de système. Bon, je ne vous dis pas que vous verrez ça chez Citroën demain matin, mais chez Porsche, chez Mercedes, enfin chez tous ceux qui peuvent se permettre ce genre de choses, ça va apparaître. Mais chez Citroën aussi. Voilà. Autre exemple qui va beaucoup se développer, c'est tout ce qui est gestion de la supply chain, donc gestion de la chaîne de livraison. Donc on vit dans une économie mondialisée. Donc vous savez que les entreprises n'ont plus de stock, qu'il faut livrer en juste à temps. Et la gestion de la supply chain, c'est quelque chose qui est techniquement assez complexe. Là, je prends l'exemple le plus important, puisque c'est Merck, c'est IBM, mais il y a tout un tas d'entreprises qui travaillent sur le même sujet. On va intégrer les différentes opérations de la chaîne de livraison dans une chaîne de blocs. Ce qui fait que chacun des opérateurs, depuis celui qui fabrique le petit composant de base, jusqu'à celui qui fait le premier assemblage, jusqu'à celui qui gère les camions de livraison, jusqu'à je ne sais pas qui, jusqu'au stock final, chacun pourra vérifier l'état d'avancement des produits au sein de la chaîne. Et ça, c'est fondamental. S'il y a des industriels parmi vous, vous connaissez ce qu'on appelle l'effet Bullwhip, c'est-à-dire le fait que l'on surréagit en cas de baisse d'activité et en cas de hausse d'activité, ce qui se traduit en fait par des pertes de productivité absolument énormes. La blockchain fait partie, c'est pas le seul, hein, enfin fait partie des outils qui sont en cours de développement pour chercher à résoudre ce type de problème. Donc les applications, elles sont sans limite. Commerce en ligne, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec la livraison dans la voiture ou la livraison à la maison. Plus important potentiellement, même si ce n'est pas demain matin, les grands réseaux type Uber et Airbnb peuvent disparaître, ou plus exactement peuvent être substitués par une blockchain. Actuellement, vous êtes client Uber, vous avez besoin d'Uber pour avoir un organisme central qui garantit le bon fonctionnement du système. Vous êtes chauffeur Uber, vous avez besoin d'un système central qui garantit qu'effectivement l'argent vous sera reversé. Il est parfaitement possible de créer une blockchain sur la base de smart contracts qui fera exactement la même chose. Et dans la mesure où les informations qui sont dans cette blockchain, qui sont au sein de ces smart contracts qui s'exécutent, sont des informations immuables, à partir du moment où l'État les reconnaîtra, parce qu'il faudra toujours qu'il y ait une force publique pour faire respecter la loi, ce n'est pas l'algorithme qui va faire respecter la loi. Hein. À partir du moment où l'État reconnaîtra ça, eh bien, vous pourrez vous passer de ce tiers de confiance, parce que vous aurez ici la preuve que oui, je suis bien monté dans telle voiture à tel endroit pour aller à tel autre endroit. J'aurai une preuve formelle. Et ensuite, c'est le smart contract qui se connectera à ma banque pour aller chercher la somme correspondante qu'elle virera au chauffeur. Les contrats d'assurance automatique, ça, c'est des choses qui existent déjà à l'état de test, mais enfin qui existent. Vous êtes un agriculteur. Un agriculteur va prendre une assurance en fonction de la météo.
Si je suis un producteur de pêche du sud de la France et qu'il y a plus de X nuits en dessous de 0 degré entre telle ou telle période, alors je sais que mes pertes seront très importantes et donc je vais demander une indemnité à l'assurance. Eh bien, un smart contract peut tout à fait faire ça. Le smart contract, qu'est-ce qu'il va faire? Donc d'abord, on l'a paramétré une fois qu'on a payé sa police d'assurance, 5 nuits à moins de 0 degré entre le 1er et le 30 mars. Je vous dis n'importe quoi, si jamais il y a des producteurs de pêche, pardonnez-moi. Comment ça va faire? Le système, il va tout simplement, donc une fois qu'il est paramétré, il va se connecter à la météo. La météo enregistre moins 2 degrés, moins 3 degrés, etc. Une fois que la condition est remplie, et bien, ma foi, il va automatiquement informer l'assurance que la condition d'indemnisation est remplie. Et à partir de là, l'assurance devra bien sûr rembourser. Je parle des grilles d'énergie parce qu'il y a des grosses expérimentations qui sont en place actuellement à Boston et puis plus près de chez moi à Lyon. Donc les grilles d'énergie, vous savez, vous avez des maisons à énergie positive, vous avez vous-même vos propres panneaux solaires ou bien votre propre éolienne, et dans ce cas-là, vous renvoyez de l'énergie dans le réseau. Donc il faut gérer ces échanges au sein d'un écoquartier, où chacun produit une partie de sa propre énergie. Il faut gérer les échanges entre les différentes parties prenantes. Eh bien, on utilise une blockchain pour faire ça. Et puis, pour l'anecdote, on commence à voir apparaître des blockchains pour tout ce qui est argent virtuel dans les jeux vidéo. Sachez que l'économie de l'argent virtuel dans les jeux vidéo, c'est quelque chose qui se chiffre en milliards de dollars. Donc oui, on est en présence de quelque chose dont le potentiel est absolument énorme. Mais on est en présence d'un système qui aujourd'hui est embryonnaire. Je vais reprendre l'expression d'un de mes collègues, Soudoplatov, qui me disait, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui, je pense qu'on est un petit peu plus loin, mais bon. Aujourd'hui, avec la blockchain, on en est au stade de l'invention de TCP/IP. Donc TCP/IP, c'est le protocole de base qui permet à Internet de fonctionner. Quand on a inventé TCP/IP, personne ne pouvait imaginer des fantaisies comme Facebook ou comme Instagram, ou je ne suis pas très réseaux sociaux, mais enfin bon. Personne ne pouvait imaginer les applications que l'on ferait, que l'on aurait de ce réseau. Aujourd'hui, la blockchain, elle en est à ce stade. Peut-être un petit peu plus avancé, mais enfin fondamentalement, pas beaucoup. Donc on est vraiment sur une technologie qui est embryonnaire. On est sur une technologie qui doit encore mûrir. On est sur une technologie qui doit encore réaliser quelque chose de qualitatif réel. Il faut vraiment qu'on trouve une alternative à la preuve de travail. Ce n'est pas encore le cas. On en approche, mais ce n'est pas encore le cas. Mais une fois qu'on aura trouvé ça, et on trouvera, une fois encore, je ne suis pas inquiet, on a vraiment le potentiel pour une technologie qui soit vraiment révolutionnaire. C'est-à-dire qu'on a vraiment la possibilité, enfin une technologie qui nous donne la possibilité de faire des choses qui auparavant étaient impossibles. Je suis incapable de vous dire ce que seront ces choses. Là, j'ai pris quelques exemples qui sont des exemples d'actualité, mais ce qui sortira dans 20 ans, on ne l'imagine pas maintenant. Pas plus qu'il y a 30 ans, on pouvait imaginer Facebook. On ne sait pas ce qu'il en sortira. Ce que l'on sait, c'est que le potentiel de la technologie est là et qu'il peut permettre des choses qui, effectivement, iront beaucoup plus loin que ce que l'on connaît aujourd'hui. Alors, il faut être très prudent parce qu'on est en face d'un buzz médiatique qui est totalement déraisonnable, c'est-à-dire qu'actuellement, on vous explique que la blockchain va révolutionner la planète demain matin. Non, la blockchain ne va pas révolutionner la planète demain matin. La blockchain doit encore mûrir, la blockchain doit encore grandir, il y a encore des grands investissements intellectuels et probablement financiers qui devront être réalisés avant que ça se généralise vraiment. Mais le potentiel est là. Donc oui, la blockchain est effectivement une technologie potentiellement révolutionnaire. Je vous remercie. Merci pour cet exposé. On va donc maintenant passer à la séance de questions-réponses en sachant que la première est la plus difficile. Alors, est-ce que quelqu'un a une question? Merci. Je vais passer le micro comme ça. Bonjour, merci. J'ai une question concernant
le système de vote dont vous avez parlé comme alternative à la preuve de travail, donc les systèmes de vote qui sont mis donc au sein de consortiums privés, qu'est-ce qui empêche d'utiliser ce système de validation au niveau public, où chaque acteur, chaque membre ou chaque mineur possède une force de vote Oui, j'entends bien. La proof of stake, c'est une variante de ce système de vote. Donc rien ne l'empêche. Simplement, quand vous êtes 10 opérateurs qui se connaissent, c'est ça, hein, les systèmes de consortium, quand je parle des banques, vous avez 10 votants, vous avez 50 votants. C'est extrêmement facile de s'assurer de l'honnêteté et de la réalité de l'intérêt de chacun des 50 votants, qui sont tous, de toute manière, des grandes structures qui ont pignon sur rue. Quand vous généralisez ce système à des millions d'individus, le risque est beaucoup plus important. Alors fondamentalement, la proof of stake est quelque chose qui garantit le fait que la convergence sera honnête, parce que dans la mesure où votre capacité de vote dépend de votre intérêt dans la monnaie en question, vous n'avez aucun intérêt à corrompre le système, puisque ça voudrait dire que vous corrompez votre propre argent. Le problème, c'est que la malhonnêteté est extrêmement répandue et souvent extrêmement créative. Donc oui, en théorie, la proof of stake fonctionne. Mais tant qu'on n'aura pas une démonstration mathématique de la convergence, on pense que les risques existent. Alors il y a des problèmes techniques particuliers aussi, mais enfin on pense que le risque existe de corruption. Donc on n'a pas le niveau de sécurité. Je rappelle qu'on doit avoir un niveau de sécurité de 100%, enfin de 99%, on doit être sur quelque chose d'excessivement sûr. Et sur quelque chose qui intègre énormément de monde, on n'a pas cette démonstration mathématique. Mais sinon, sur le fond, sur le principe, oui, vous avez raison, tout à fait. On pourrait le généraliser. D'accord. Okay. En fait, je n'avais pas compris que la proof of stake, c'est la version publique du système de vote dont vous avez parlé. C'est une logique qui est similaire. J'ai une autre question concernant la complexité de résolution du problème dans chaque bloc. En fait, j'avais cru comprendre, en me documentant un petit peu avant, que la complexité de chaque bloc, chaque preuve de travail, augmentait à chaque fois qu'un bloc est créé. Non. Le paramètre, en fait, qu'a fixé Nakamoto, c'est la durée de validation d'un bloc. Donc il a écrit un paramètre qui dit qu'il faut qu'un bloc soit validé en 10 minutes. Si vous augmentez la puissance de calcul du réseau, alors pour que ces 10 minutes tiennent, vous allez devoir augmenter la complexité du calcul. Si inversement, vous réduisez la puissance de calcul du réseau, ce qui va arriver vu les délires actuels, il ne faut pas se leurrer, alors pour maintenir les 10 minutes, on va réduire la complexité. Donc la complexité, en fait, elle s'ajuste de manière à maintenir ce fameux temps de 10 minutes, en fonction de la puissance de calcul de l'ensemble du réseau. Et ce paramètre... il était fixé en dur par Nakamoto. Il aurait pu mettre 5 minutes au lieu de mettre 10 minutes. C'est ça la question. Mais quel est l'intérêt d'un paramètre fixe comme ça de dire voilà, il faut que ce soit 5 minutes ou 10 minutes et pas autre chose? J'ai pas forcément besoin d'un paramètre fixe, mais j'ai besoin d'un paramètre qui soit le même pour l'ensemble des tenants du réseau. On peut le changer. Il y a d'autres chaînes qui ne sont pas les chaînes Bitcoin qui n'ont pas des durées de 10 minutes. Il y en a qui ont des durées d'une minute ou deux, voire de quelques secondes dans quelques cas, dans certains cas. Ça pose quelques problèmes quand même en termes de validation. Mais c'est simplement un choix. La seule chose que l'on doit faire, c'est que tout le monde soit d'accord sur ce temps. Mais ce n'est pas forcément 10 minutes. Il faut qu'il soit suffisant. C'est pour ça que j'évoquais les problèmes techniques et le fait qu'on ne peut pas avoir des validations trop rapides. Il faut quand même qu'il soit suffisant pour qu'il y ait suffisamment de diffusion, enfin suffisamment de temps de diffusion au sein du réseau, pour que l'information circule suffisamment. Les informations au sein du réseau Internet ne sont pas instantanées. Donc on ne peut pas faire ça, on ne peut pas dire je veux une validation en 1/100 de seconde, si vous voulez. Mais sinon, sur le principe, oui, les 10 minutes n'ont rien d'obligatoire. Elles ne sont pas générales. D'autres n'ont pas 10 minutes. D'accord, merci. Une dernière question. Donc, vous avez précisé à un moment que donc des consortiums, des groupes de banques mettaient en place des blockchains, mais uniquement pour gérer les transactions interbanques. Quel est leur intérêt à faire ça? C'est un intérêt qui est purement financier. Non, enfin, c'est un intérêt technique, c'est-à-dire que le système est plus facile à mettre en œuvre que les mécanismes existants, c'est tout. Les coûts de transaction sont faibles.
Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Oui. Merci, bonsoir. Est-ce que le quantum computing peut mettre à mal la blockchain? Le Quantum computing. quantum computing. Oui. Là. L'ordinateur quantique. Ah, le quantum, pardonnez-moi. Oh, tiens, voilà une drôle de question. Alors, c'est pas une question simple. Il y a une partie à laquelle je peux répondre et une autre à laquelle je ne peux pas répondre, donc je ne vous répondrai pas. Enfin, je vous dirai que je ne sais pas répondre, tout simplement. Alors, oui. Déjà, pour une raison simple, c'est que la blockchain est basée sur les systèmes de clés privées, clés publiques. Or, la grande peur des banques et de tous les opérateurs Internet concernant l'informatique quantique, c'est le fameux algorithme de Shor, donc qui permettrait en fait, de casser le principal algorithme, qu'on appelle le RSA, très rapidement. Donc oui, ça mettrait à mal le réseau blockchain pour ces questions de chiffrement. Après, si la question porte sur le calcul de la preuve de travail, je ne sais pas vous répondre. Il faut bien que vous compreniez que l'informatique quantique, ce n'est pas une informatique qui est puissante dans tous les domaines, qui est aussi générique que ça. On a quelques cas, comme le cas de l'algorithme de Shor, on calcule d'une décomposition en nombre premier. Enfin, on a un certain nombre d'algos comme ça, pour lesquels on sait que l'informatique quantique sera infiniment plus puissante que l'informatique traditionnelle. Vous dire que c'est le cas pour le calcul d'une preuve de travail, je ne m'y avancerai pas. OK ? Bonjour, bonsoir plutôt. Dans le cas du Bitcoin, les mineurs sont rémunérés par des portions de Bitcoin en échange du travail des serveurs. Dans le cas d'un Airbnb ou d'un Uber qui serait complètement décentralisé, contrairement à ce qui se fait aujourd'hui où Uber se rémunère sur la transaction, qui va payer le système qui doit fonctionner derrière pour faire fonctionner les échanges? Les bitcoins, les mineurs se rémunèrent en créant des bitcoins. La création monétaire des bitcoins se fait via les mineurs. Quand vous découvrez un bloc, vous créez, on doit être passé à 6,25 maintenant, puisque c'est divisé par 2 tous les 2 ou 4 ans, je ne sais plus. Donc vous créez des bitcoins. C'est comme ça que vous vous payez. En fait, le principe, c'est de dire que la valeur du bitcoin correspond à la consommation électrique correspondante. Ce n'est pas tout à fait vrai, je pense, dans la pratique, mais enfin, l'équilibre, il est là. Sur Airbnb, je ne vois vraiment pas où est le souci. À partir du moment où vous adhérez à une plateforme décentralisée, qui est la plateforme d'Airbnb, on va dire, bien, ma foi, entre le chauffeur et l'utilisateur, on dit que 1% de la somme revient au consortium central pour payer les ordinateurs, c'est tout. Vous prenez votre com. Bonsoir. Donc le réseau public, il est, comme son nom l'indique, il est public, le réseau Bitcoin public. Ça veut dire que n'importe qui peut pénétrer sur le réseau et générer des transactions. Est-ce qu'il y a déjà eu des attaques visant à faire s'effondrer le réseau, simplement en générant des transactions qui doivent être validées par des mineurs, et le but étant de consommer le temps des mineurs et de les épuiser en fait? Parce que le temps qu'on détermine qu'une branche est dédoublée, ça a quand même généré du calcul. Oui. Est-ce qu'il y a déjà eu des attaques de ce genre? Sur le réseau Bitcoin, pas à ma connaissance, mais ça a pu arriver. Je ne suis pas un spécialiste au sens strict des Bitcoins, mais c'est arrivé sur Ether, oui. Maintenant, les attaques qui ont lieu en général, elles ne portent pas sur la chaîne de blocs. Parce qu'il est beaucoup plus facile, en fait, d'attaquer ce qu'on appelle les exchanges, c'est-à-dire les banques, les sortes de banques, c'est-à-dire ces sites Internet sur lesquels vous pouvez échanger des crypto-monnaies entre vous. Tous les scandales dont vous avez entendu parler ces dernières années, Mt. Gox par exemple, donc le fameux français qui était Kerpeles, qui était au Japon, qui a créé la première plateforme d'échange et donc qui
qui est parti avec la caisse ou qui s'est fait dérober la caisse par la Corée du Nord, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Ce sont en fait des attaques. On attaque la banque, on n'attaque pas le réseau. C'est beaucoup plus facile. Et tous les scandales qu'il y a eu ces dernières années, dont le dernier il y a 2 ans avec Ubit en Corée, portaient sur l'attaque de la plateforme d'échange, pas sur l'attaque de la chaîne en tant que telle. Aujourd'hui, la chaîne, la blockchain Bitcoin en tant que telle, n'a jamais été corrompue. Ce qui n'est pas le cas de la chaîne Ether, qui a eu un problème avec les DAO. Enfin, je vous ai parlé des smart contracts, mais enfin, je ne voudrais pas être trop technique. Les smart contracts, par définition, c'est des algorithmes, c'est des programmes. C'est des programmes. Or, si vous utilisez, si vous acceptez, ce qui est le cas d'Ether et ce qui n'est pas le cas de Bitcoin, un langage dit Turing universel, donc un vrai langage de programmation, alors vous introduisez des failles. En fait, la faille, elle n'est pas introduite dans la chaîne, elle est dans le smart contract. C'est ce qui est arrivé au DAO d'Ethereum, et Ethereum a été attaqué récemment avec une attaque 51%. La chaîne Bitcoin, à ma connaissance, n'a jamais été corrompue à ce jour, ce qui ne veut pas dire que ce ne sera pas le cas demain matin. Mais sur le principe, c'est une DDoS, ce que vous évoquez, c'est tout simplement... sur la chaîne Bitcoin, je n'en ai jamais entendu parler. Non. Ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas eu lieu. Merci. J'ai lu quelque part que dans la chaîne Bitcoin, le minage de nouveaux Bitcoins était de plus en plus compliqué, en fait. Est-ce qu'il pourrait arriver un moment où ce ne sera simplement plus possible, physiquement plus possible, de trouver des nouveaux Bitcoins ? Alors, à un moment donné, on ne pourra plus faire de nouveaux bitcoins, tout simplement parce que par construction, de toute manière, la masse monétaire des bitcoins a été limitée à 21 millions. Donc, de toute manière, vous aurez à terme, donc en 2140, si je me souviens bien du calcul, vous n'aurez à terme que 21 millions de bitcoins. Maintenant, pour répondre plus précisément à votre question, parce que ce n'est pas là-dessus qu'elle portait, non. Non, parce que comme je le disais il y a quelques minutes, la difficulté dépend de la puissance de calcul. Donc, si à un moment donné, la difficulté, donc le nombre de bits à zéro, enfin la quantité de calcul qu'il faut faire pour résoudre un bloc devient trop importante, les gens n'investiront pas. Et donc la puissance de calcul globale du réseau va se réduire, et dans ce cas, la difficulté va se réduire, de manière à maintenir ce fameux seuil des 10 minutes. Donc non, ça, c'est pas un scénario, enfin par construction, c'est un scénario qui normalement ne doit pas pouvoir se produire. Et la difficulté se réduit automatiquement, mais il y a un système de régulation, donc. En fait, c'est très subtil. Parce que la difficulté, en fait, elle ne se réduit pas globalement. La difficulté, elle se réduit, elle se calcule au niveau de chaque mineur, au niveau de chaque pool de mineurs. C'est-à-dire que vous et moi n'avons pas forcément la même difficulté dans l'ensemble. Et après, tout ça converge. Voilà comment ça se passe. Merci. Bonjour et merci. Vous avez expliqué tantôt que les mineurs se rémunéraient par la création de Bitcoin. Oui. Quand on aura atteint les 21 millions de Bitcoin, comment va-t-on rémunérer les mineurs? Alors, actuellement, il y a 2 modes de rémunération. Donc, il y a la création de Bitcoin quand vous découvrez un bloc, mais il y a aussi des frais de transaction. C'est d'ailleurs l'une des grosses faiblesses du réseau Bitcoin, puisqu'on nous a expliqué pendant toute l'enfance des Bitcoins, on va dire, que les frais de transaction étaient très faibles. Et c'est vrai que les frais de transaction actuellement, surtout si vous les comparez à des frais bancaires internationaux, sont faibles. Dans la pratique, ce n'est pas si évident que ça. Je vous ai montré tout à l'heure comment le Bitcoin est monté à 20 000 $ et quelques il y a 2 ans. Vous vous doutez bien que quand il est monté à 20 000 $, le nombre de transactions, je me souviens parce que j'en avais fait une à ce moment-là, le nombre de transactions a explosé. Tout le monde s'est mis à vendre ou à acheter des Bitcoins. Et à partir de là, ce n'était pas 1 heure qu'il fallait attendre pour valider une transaction, c'était 24 heures. Alors qu'est-ce qui se passe? Pour arriver à faire valider votre transaction plus vite, vous pouvez dire que vous acceptez de payer des frais de transaction plus élevés que la normale. Et dans ce cas, le mineur, il va prendre votre transaction en priorité. Donc contrairement à ce qu'on pense, les frais de transaction ne sont pas si faibles que ça. Maintenant, pour répondre complètement à votre question, à terme, ils doivent se rémunérer sur les frais de transaction, tout simplement. Je voudrais bien quitter les bitcoins un petit peu et revenir sur votre exemple, sur le cadastre, je pense que c'était au Ghana. Oui.
Dans le système, je pense que l'info de base, elle compte beaucoup. Imaginons un moment que la propriété X soit déclarée pour un propriétaire A et qu'un propriétaire B estime que c'est à lui. D'autant qu'au Ghana, il n'y a pas de document et rien du tout. Donc il y a là un conflit sur l'information de base que vous rentrez dans le système. Qui va intervenir là-dedans? Quelle est l'autorité qui va départager M. A et M. B? En informatique, il y a une expression qui dit garbage in, garbage out. Si vous rentrez des informations pourries, vous aurez un résultat qui ne sera pas à la hauteur. Ce n'est pas la blockchain qui va résoudre ça, ce sont bien les autorités. La blockchain, ce qu'elle va vous permettre, c'est d'avoir un outil simple et relativement bon marché d'enregistrement de la propriété. Elle ne va pas empêcher les truands de truander. Mais comment est-ce qu'on revient en arrière alors? Comment est-ce qu'on revient en arrière? Ah, ça, c'est une bonne question. Alors, on peut revenir en arrière tout simplement en opérant une transaction. C'est-à-dire que, si, imaginons qu'il y ait eu, je ne connais pas le détail du cas Bitland, mais enfin, on peut répondre à votre question. Imaginons que j'ai enregistré la partielle à l'individu A, et puis qu'il y a contestation devant les tribunaux qui disent la parcelle revient à l'individu B. Rien n'empêche d'opérer ce qui est l'équivalent d'une transaction. Simplement, c'est une transaction à 0 € qui dit la propriété passe de l'individu A à l'individu B. Dans ce cas-là, vous êtes passé du bloc qui était la propriété appartient à l'individu A à un bloc postérieur qui dit la parcelle appartient à l'individu B. Il n'y a pas de problème par rapport à ça, si ce n'est qu'il faut l'accord soit de l'individu A, soit de l'autorité, c'est comme ça que Bitland a monté son système, soit de l'autorité centrale, enfin de l'État, pour faire la transaction. Mais vous ne pouvez pas le faire. Ce qui est important de comprendre, c'est que vous ne pouvez pas le faire par vous-même, spontanément. C'est ce côté de démarche immuable. Il faut savoir que c'est loin d'être finalisé, hein, le cas du Ghana. Il y a le Honduras également qui travaille sur le même sujet. Et je pense qu'ils sont quotidiennement confrontés à ce type de problématique. Quand je vous parle d'un réseau embryonnaire, c'est bien ça. On est plus là dans l'illustration du potentiel que dans la réalité. Mais je pense que le Ghana est bien avancé et qu'il y a des choses que ça va vraiment se faire. On en est à un stade où ils ont résolu, semble-t-il, une grande partie des problèmes. Dans le cas de... Non, alors, on mélange différentes choses. Quand vous me dites on n'élimine pas le notaire. Ce que l'on est... Non, mais je vais répondre à votre question, mais là on mélange deux choses. On n'élimine pas, et je reviens sur le notaire après, on n'élimine pas une autorité centrale. Il faut qu'à un moment donné, au Ghana, il y ait une autorité qui dise cette parcelle, elle appartient à monsieur A. Et puis c'est tout. C'est pas que monsieur A qui... c'est pas pas simplement déclaratif. OK ? Alors quand je parle de la disparition du notaire, c'est différent. Aujourd'hui, je reviens dans nos pays, la propriété, on va parler de la propriété foncière et de la propriété immobilière, elle est enregistrée dans ce qu'on appelle les hypothèques. Donc vous avez, je pense qu'il y avait un système assez similaire en Belgique, hein. Donc vous avez une sorte de registre central qui est au niveau des villes en France, qui recense l'ensemble des parcelles ou l'ensemble des biens immobiliers, et qui associe au numéro correspondant le nom du propriétaire. Pour remplir ces hypothèques, vous allez devant un notaire. Donc le notaire va vérifier que le vendeur, donc en faisant appel à ces hypothèques, va vérifier que le vendeur possède bien le bien en question, va encaisser le paiement, puis va faire l'opération de transfert de propriété qui ensuite va être enregistrée aux hypothèques. C'est ça le rôle d'un notaire dans le cadre d'une transaction immobilière ou d'une transaction foncière. Là où on peut imaginer, mais c'est très théorique et moi j'y crois pas pour des questions sociologiques et non pas pour des questions techniques, là où on peut imaginer se passer d'un notaire, c'est que sont les hypothèques? Ce n'est rien d'autre qu'un registre immuable et garanti. Rien ne m'empêche en théorie demain, si dans la blockchain il est marqué la parcelle A m'appartient, de faire une transaction qui dit la parcelle A appartient maintenant à monsieur B. Et comme c'est enregistré de manière immuable, ça, dans la mesure où l'État l'accepterait, ça peut avoir valeur juridique au même titre que les hypothèques. C'est en ce sens-là qu'on dit que théoriquement on peut se passer d'un notaire. Alors j'y crois pas en particulier pour des raisons sociologiques, parce que tous ceux d'entre vous qui ont eu l'occasion d'acheter un appartement ou une maison savent que
c'est un élément, c'est un événement important dans la vie. Le fait de passer dans le notaire, à ce moment-là, il y a un côté rituel. Ce n'est pas demain que les esprits seront prêts pour faire ce saut. Mais techniquement parlant, et je parle bien uniquement techniquement parlant, c'est possible. Parce que des hypothèques, c'est un registre immuable, et la blockchain est un registre immuable. C'est tout. Est-ce qu'il y aurait une dernière question pour terminer la soirée? 2 dernières questions. Je vais commencer par monsieur, comme ça on terminera par vous. Rapidement, merci beaucoup. Lorsque vous avez parlé de l'attaque 51%, oui. Si je comprends bien, chacune des chaînes de blocs a un certain nombre de mineurs. Oui. Donc, pour un système petit, cette attaque 51% est envisageable, n'est pas excessivement chère. Oui. Je ne me trompe pas? Non, non, tout à fait, tout à fait. Simplement, on peut considérer que dans un système relativement petit, les valeurs en jeu sont relativement faibles. Donc, vous n'aurez pas forcément intérêt à investir. Mais sur le principe, vous avez tout à fait raison. Si vous êtes sur un réseau qui a une puissance faible, arriver à 51% vous coûtera beaucoup moins cher que dans le cas du réseau Bitcoin. Je vais quand même arrêter quelques secondes sur cette attaque 51% parce qu'il y a un point que je n'ai pas évoqué avec vous, mais qui est important. Les mineurs, en théorie, le réseau Bitcoin, quand il a été conçu à l'origine, tout un chacun pouvait être mineur. C'est-à-dire que quand vous installez le portefeuille qui va bien, il est tout à fait capable de valider des blocs. Donc vous pouvez faire ça avec votre ordinateur sans problème. Maintenant, la puissance de calcul nécessaire est telle que si vous faites ça avec votre vulgaire PC, la probabilité... Vous pouvez gagner, c'est possible, hein, c'est un jeu de hasard, ce truc-là, il ne faut pas l'oublier. Hein. Ceux qui gagnent, ils gagnent parce que comme ils font beaucoup de calculs, c'est comme s'ils jouaient beaucoup, mais vous pouvez parfaitement gagner en jouant une fois, hein, c'est possible. Enfin bon, la probabilité de gain est extrêmement faible. Alors qu'est-ce qui se passe? Maintenant, on va de plus en plus vers ce qu'on appelle des pools de mineurs. C'est-à-dire que les mineurs, vous avez des dizaines, des centaines de mineurs, en fait, qui se regroupent dans une sorte de consortium, qui leur donne une puissance de calcul très importante. Et puis, quand l'un ou l'autre des mineurs découvre un bloc, eh bien, ma foi, le gain en Bitcoin est réparti au prorata de la puissance de calcul de chacun des membres. Or, on a maintenant, en particulier en Chine, parce que la Chine est extrêmement dominante hein, là-dedans, on a maintenant des pools qui ont une puissance telle qu'on commence à craindre que, non pas en tant que mineur, mais en tant que pool, et le pool c'est une entité unique, puisqu'on peut considérer qu'il y a une direction unique là-dedans, pourrait atteindre les 51%. Auquel cas, tout ce que je viens de vous dire n'a plus aucun sens. Au niveau de la preuve par l'effort, le gros problème, c'est, comme vous l'avez dit, le gros gaspillage d'énergie, parce qu'on résout des problèmes très complexes qui, en fin de compte, ne servent à rien d'autre que de prouver un certain intérêt dans le truc. Ne servent à rien d'autre qu'à ancrer la valeur dans une consommation physique. Il y a un lien quand même entre la valeur théorique du Bitcoin et la consommation physique en électricité. C'est la même chose que l'or. L'or n'a de valeur que parce qu'il faut un effort important pour l'extraire. Donc ce n'est pas seulement gratuit. Enfin terminé, oui. Mais pourrait-on pas faire d'une pierre deux coups et en fait résoudre des problèmes utiles? Je veux dire, par exemple, est-ce que oui, je comprends très bien votre question. Le CERN ou LHC ne pourrait pas faire son Bitcoin Si. Enfin, il y a des travaux. Donc, vous connaissez tous l'informatique collaborative scientifique. Donc, par exemple, le système des SETI atomes, tiens, pour prendre cet exemple. Donc, le système d'analyse des ondes radio récupérées à Arecibo pour voir si par extraordinaire il n'y aurait pas un signal extraterrestre. Bon, ça nécessite des calculs sur les transformés de Fourier en pagaille, ça nécessite des calculs relativement lourds. Eh bien, vous pouvez installer un petit logiciel sur votre ordinateur qui va analyser une petite fraction des réceptions d'Arecibo et puis qui va éventuellement identifier un signal extraterrestre.
plus prosaïque, tout le système de calcul du repliement des protéines. Donc vous savez que les propriétés d'une protéine dépendent beaucoup de sa configuration tridimensionnelle. Or, le calcul de la forme que prend une protéine est un calcul qui est extrêmement lourd. Il y a un système décentralisé, de la même manière, vous pouvez télécharger sur votre ordinateur des molécules, on va dire, et votre ordinateur va calculer les possibilités de repliement et va renvoyer ça au centre de recherche. Il y a effectivement des gens qui réfléchissent précisément à ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire faire en sorte que cette puissance de calcul, s'il faut vraiment qu'on reste sur une preuve de travail, qu'au moins ce ne soit pas totalement gaspillé. On évoquait avec Maxime en déjeunant, en dînant tout à l'heure, le fait que, et ça existe maintenant, même si je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup répandu, vous pouvez acheter des systèmes de minage qui ne sont rien d'autre que des radiateurs. Donc chez vous, vous vous chauffez avec un serveur. Il calcule des preuves de travail pour la chaîne de blocs. En même temps, puisqu'il consomme de l'électricité, il génère de la chaleur. Et c'est comme ça que vous vous chauffez. Donc vous ne faites des transactions que l'hiver, en l'occurrence. Je ne sais pas comment ils ont prévu le reste, mais ça existe, ce genre de choses. Oui, tout à fait. Voilà, eh bien, merci à vous. Merci à vous.